santé est présente dans le programme de la liste citoyenne de divers gauche écologistes que j'ai l'honneur de conduire, mais elle est, je dirais, transversale. Elle ne concerne pas seulement le problème de l'hôpital de Montpellier, elle concerne l'ensemble des thématiques du bien-être, parce que la santé au sens de l'OMS, c'est une vision globale de l'homme dans son univers. C'est un peu comme cela que nous avons traité le sujet. Alors, modifier notre approche, non, elle n'a pas modifié notre approche, puisque nous avions déjà un programme fort en ce qui concerne la santé. Nous, les soignants, connaissons le sujet et le problème depuis bien longtemps, la destruction du nombre de places dans les hôpitaux, le souci au niveau des EHPAD, enfin, tout ce qui découle, en tous les cas, des politiques politiciennes au niveau de l'État, du Parti socialiste et du reste. On a parlé dans la campagne du premier tour des sujets de santé, et ça figurait beaucoup d'aspects sur notre programme. Néanmoins, on ne peut pas rester indifférent à la crise sanitaire singulière, inédite que nous avons vécue et qui nous pousse d'ailleurs à accélérer un certain nombre de progressions. Il faut redéployer de la santé partout dans la ville. C'est une évidence, mais moi j'ai une question et je ne comprends pas bien ce qui est en train de se passer, puisque le Parti socialiste, dont sont issus les deux candidats, dont M. Delafosse, et 2 personnes présentes sur sa liste, ont voté la fermeture de 17 500 lits d'hôpitaux. 17 500 lits qui nous auraient permis justement de pouvoir hospitaliser des personnes. Ça fait ça fait exactement 590 lits en Languedoc-Roussillon. Ces places d'hospitalisation nous auraient permis de pouvoir prendre en charge. Nous n'avons pas été formés pour ça. Nous n'avons pas été formés pour dire il n'y a plus de place, donc désolé, vous allez rentrer chez vous. Désolé, vous avez atteint un certain âge, donc on ne vous soignera pas. Et moi, j'aimerais demander à M. Delafosse quelle est sa position, justement. La position, elle est très claire. On défend ici un projet pour les Montpelliérains avec un certain nombre de mesures. Moi, pour ma part, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, il faut conforter le modèle de financement de l'hôpital public de manière différente. On ne peut pas traiter la santé des Montpelliérains en disant « je vais faire un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là ». Il faut avoir une vision globale de la santé. Ça veut dire prendre en compte l'accès aux soins qui, pour moi, est fondamental. L'accès aux soins, c'est l'établissement d'un contrat local de santé qui n'existe pas définitivement à Montpellier. Nous l'avons entrepris avec Caroline Navarre, nous l'avons commencé sur une série de thématiques. Quel est le rôle de l'hôpital et des urgences de l'hôpital ? Quel est le rôle des cliniques privées qui font un boulot aussi assez formidable, parce que quand le service des urgences est engorgé à l'hôpital, eh bien les Montpelliérains vont à la clinique du Parc, vont à la clinique du Millénaire, vont à la clinique Saint-Roch, vont à la clinique Saint-Jean. Et là aussi, il y a l'apport d'un service médical, d'une expérience et de professionnels aguerris. Et puis, vous oubliez totalement la médecine de ville. Je comprends que tout cela vous s'échappe un peu, parce que quand on parle de protéger les Montpelliérains, il faut d'abord être là, présent à côté d'eux, la nuit, le jour. La prévention, évidemment, dans les écoles, le contrat local de santé peut nous y aider. Les maisons pour tous telles que je les ai déclinées, mais aussi nos politiques publiques. Enfin, Montpellier est une ville qui va fêter les 800 ans de sa faculté de médecine le 17 août 2020. C'est une ville renommée sur le plan de sa médecine grâce au travail formidable que mènent les chercheurs, les praticiens, les médecins, toutes ces très belles énergies. Mais il faut aussi qu'elle agisse en termes de santé publique. Ce qu'il faut, c'est investir de l'argent. Oui, il faut investir 100 millions d'euros, c'est ce que nous prévoyons, pour justement remettre en route tout ce système qui a été complètement détruit et qui n'existe plus, qui est à l'arrêt depuis de bien nombreuses années, de trop nombreuses années, par des personnes qui ont été élues sur d'autres mandatures portées par le Parti socialiste. Pas seulement des dispositifs de prévention qui se déplacent dans des bus, comme on le fait pour la prévention contre le cancer du sein, ou comme on le fait par exemple pour le fait de pouvoir donner son sang. C'est le camion qui vient dans les villages, qui vient partout, pour venir au plus près des populations. C'est bien au plus près des populations qui sont en difficulté
qu'il faut aller, et puis travailler avec, en appui, des associations. Il y a des choses que nous avons largement engagées sur la prévention. Et dans le cadre de la maison de la prévention qui a été recomposée, l'aide aux associations, etc. Les grandes manifestations pour le cœur, pour le diabète, pour le tabac, les parapluies roses ici dans cette rue, on a fait une politique de prévention assez formidable. Et nous allons la poursuivre, évidemment. Mais avec l'ARS et concernant le contrat local de santé, nous avons déterminé 4 thématiques sur lesquelles nous sommes en train de bosser. Je vous l'ai dit, il reste encore 6-8 mois pour finir ce contrat local. Sur la vie affective et sexuelle, sur le secours aux personnes, sur la nutrition et sur la prévention et lutte contre les cancers. Parce que le cancer est malheureusement encore une maladie qui fait beaucoup de victimes. Moi, ce qui me fait sourire, c'est que souvent dans les propos des autres listes, c'est que je retrouve des points, non pas de mon programme, mais de mon mandat, de mon compte rendu de mandat, de mon bilan. Donc oui, je suis forcément d'accord avec certains points, puisqu'on les a déjà faits. Voilà, je ne me prends pas pour un professeur, je ne me prends pas pour un professeur d'université, mais quand il y a une crise sanitaire comme celle que nous venons de traverser, due à un virus, je sais un peu de quoi je parle. Conseil de surveillance, vous allez leur expliquer que vous avez acheté des parapluies et pourquoi ils se sont retrouvés avec des masques moisis qui tombaient en lambeaux puisque ça n'avait pas été prévu. Les masques qui sont proposés au personnel du CHU, ce sont les dotations de l'ARS. Ce sont les dotations de l'ARS, donc de l'État. Et vous avez raison, les masques qui ont été proposés par les services de l'État étaient périmés. Le jour de la tenue des bureaux de vote, des personnes qui ont tenu les bureaux de vote, dont certains sont tombés malades. Oui, mais Madame Ollier, vous expliquerez pourquoi vous n'avez pas pris la parole avant le premier tour. Eh oui, parce que moi, j'ai demandé à ce que le premier tour ne se fasse pas. Vous avez rien dit. Vous non plus, d'ailleurs. Mais vous n'avez rien dit. J'ai été le seul maire de France qui a tiré la sonnette d'alarme quand il a vu la crise sanitaire en disant il n'est pas possible, c'est déraisonnable de tenir le premier tour des élections municipales dans ce contexte. Dans la mesure où l'État ne supprime pas une élection, de ne pas ouvrir les bureaux de vote. Sinon, c'est le préfet qui le fait. Très rapidement, parce ce débat-là existe depuis quelque temps et il doit exister pour notre démocratie. On a vécu un épisode inédit où beaucoup ont été dans l'inconnu. Chacun a essayé de faire au mieux et je crois que l'heure n'est pas là, les enseignements, parce que nous aurons affaire à un certain nombre de crises pour l'avenir et qu'en responsabilité, nous devons en tirer les enseignements. Nous étions soignants en première ligne et Monsieur Delafosse, où étiez-vous ? Ah mais madame, il n'y a pas de problème. Monsieur Trabuchet a rappelé que mon épouse était cadre hospitalière. Et donc, je m'occupe des loulous, de mes enfants, Hugo et Adrien. Je me suis aussi occupé de mes élèves, dont on mesure aujourd'hui que cette crise leur manque et qu'aujourd'hui l'école est encore compliquée alors qu'elle est nécessaire. Et puis de temps à autre, parce que on est allé à l'association humanitaire de Montpellier, distribuer des repas. Et puis nous avons aussi pu délibérer au conseil départemental parce que la démocratie ne devait pas être confinée. Par exemple, moi je considère qu'il n'était pas le temps de la prise de parole, des polémiques sur les actions des uns et des autres, parce que le temps était à la gravité. D'abord, il faut féliciter le CHU pour sa 5e place au niveau national. C'est le 5e CHU de France et on peut toujours faire mieux, hein, mais c'est déjà bien. C'est déjà même très bien. Nous avons sur le CHU un énorme problème concernant l'hydraulique, concernant les terrains inondables sur lesquels une grande partie du CHU est construite. Et donc nous nous sommes engagés avec la métropole à faire les travaux pour pouvoir mettre en sécurité le CHU. D'abord avec Madame Marisol Touraine, puis avec Madame Buzyn, pour leur expliquer la grande difficulté que le CHU de Montpellier pouvait connaître, et il fallait injecter, non pas 100 millions, mais peut-être 5 milliards. On ne traite pas une ville ou une métropole de 500 000 habitants avec des petits remèdes. On la traite avec des grandes options et on la traite avec un courage politique qui fait que, quelquefois, eh bien, on prend des décisions qui peuvent être pas tellement populaires. Mais c'est ainsi, où on travaille pour soi, ou on travaille pour les habitants.
Madame Ollier, votre diagnostic et donc les remèdes pour l'hôpital? Mon diagnostic, il est partagé, j'imagine, par toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui sont là, qui nous écoutent. Il y a un vrai problème au niveau du CHU de Montpellier. Hein. On a encore des services où il n'y a même pas de douche pour les patients dans les chambres. On a des services qui sont extrêmement vétustes et des EHPAD aussi qui sont dans un état catastrophique. Il faut investir largement. Il faut permettre au personnel de pouvoir travailler dans des conditions dignes et supportables. Donc bien sûr qu'il faut investir et c'est ce que nous ferons avec ce plan, en tous les cas, de la ville de 100 millions d'euros que nous souhaitons très rapidement, d'ici 2 ans. Donc il faut changer de méthode. Et donc ça doit être unir nos forces. Il faut, y compris à l'heure de cette crise, l'union sacrée. La région a financé la nouvelle faculté de médecine. Il faut que très rapidement, le prochain maire, les parlementaires, les collectivités territoriales fassent bloc pour dire le CHU de Montpellier ne doit pas être le grand oublié. Mais déjà, en ayant une ville en bon état, on a une ville qui soit attractive, une ville qui donne envie, une ville où on investit fortement, on vous présente. Mais je suis tout de même déçue, M. Delafosse ne m'a pas répondu en tous les cas sur les 17 500 lits qui ont été fermés par 2 de ses colistiers au national. 50 000 emplois dans la santé. Et c'est pas une paille, c'est pas rien. C'est un des axes forts, des piliers de l'économie montpelliéraine. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai construit la métropole de façon démocratique, le premier des 7 piliers, c'était la santé. Ce sont des filières sur lesquelles il faut fédérer un écosystème santé que nous avons créé et qui porte le nom de Montpellier Capitale Santé. La médecine pour Montpellier, c'est notre histoire, mais c'est notre avenir. La question d'un des débats de sortie de crise, c'est la souveraineté sanitaire. Nous avons un écosystème qui ne demande qu'à agir et à être accompagné. Et c'est pour ça que le 17 août 2020, je reviens à cette date, nous proposerons le pacte Hippocrate, dont le but est d'avoir une conférence dédiée sur le modèle de Nice Sophia Antipolis pour pouvoir accompagner la recherche, les créateurs d'entreprises dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation et de l'environnement, hein, au sens large. Je voudrais juste qu'on revienne un peu à la réalité de ce qui se passe, hein, parce que ça fait 10 ans que les blablas, les hauts pompeux, les petits fours, les réunions, etc., là maintenant ça suffit. Pour réagir, peut-être dire quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire. Est-ce que Clotilde Ollier, vous avez autre chose à ajouter ou est-ce que c'était votre conclusion? Non, j'ai rien à ajouter, je pense que les gens auront compris. D'abord, merci à Midi Libre d'organiser un débat, et le premier sur la santé. On voit bien que là, c'est un enjeu très important. Ce que nous disons dans notre liste de rassemblement de la gauche, des écologistes et de ceux qui aspirent au changement, c'est que ça doit être une des priorités de nos politiques publiques. Et aussi une exemplarité des politiques publiques pour que la pollution qui abîme la santé, pour que les personnes qui sont isolées, donc qui sont en grande fragilité sociale, soient protégées. C'est le projet de mutuelle communale. Et donc la santé doit être sera pour nous une des politiques publiques transversales. Et nous savons pouvoir compter ici sur d'innombreux acteurs qui n'ont pas envie de se perdre dans la critique, mais qui ont envie d'agir. Monsieur Sorel, une minute pour conclure. Je voudrais conclure sur le rôle de l'hôpital de Montpellier. Le CHU de Montpellier, qui occupe le nord de la commune, est en termes d'offres de santé contrebalancé avec la position des cliniques privées qui se trouvent le long de l'autoroute A9, c'est-à-dire sur le sud de la commune. Et entre le nord, le CHU et les cliniques qui sont au sud, cela convient et cela propose une offre de santé qui est assez équilibrée. Mais là où je veux en venir, c'est que dans le groupe hospitalier de territoire, dans la conférence de santé, le rôle du CHU de Montpellier et le rôle de la médecine à Montpellier, y compris la médecine de ville, dépassent largement les frontières de la ville. Et je voudrais que pour les années à venir, et je m'adresse là plutôt à des décisions de l'État, nous ayons beaucoup plus de rapports et de relations efficaces avec l'ensemble des CHU, des départements voisins, des villes voisines, pour arriver à couvrir localement le territoire.